200 ans après l'abdication de Napoléon, son parcours fascine toujours. Nous allons vous conter l'histoire d'un empire qui s'éteint dans la Champagne et la Brie. Une histoire que des passionnés cherchent à faire revivre à travers des reconstitutions. Il y a 2 siècles, en 1814, Napoléon a vu l'ensemble de l'Europe continentale se retourner contre lui. Les armées napoléoniennes se sont repliées sur la France et sont réduites à 70 000 hommes épuisés et démoralisés. Saignée par plus de 20 ans de guerre, la France ne dispose de presque plus d'hommes en âge de se battre. Face à ces troupes, les coalisés disposent d'une supériorité numérique écrasante. Au nord, von Bülow arrive des Pays-Bas avec 100 000 hommes. L'armée de Silésie, commandée par Blücher, se présente avec 60 000 hommes. Ignorant l'armée française, Schwarzenberg et l'armée de Bohême foncent sur Paris en empruntant la vallée de la Seine. Luttant courageusement en infériorité numérique, l'empereur va leur livrer sur les terres de Brie et de Champagne l'une de ses plus belles campagnes. Pour suivre les événements de 1814, nous irons à la rencontre d'historiens et de passionnés sur les lieux qui ont marqué cette campagne. Françoise invitera Didier dans une maison chargée d'histoire. C'est ici qu'il a conçu, sur les cartes, virtuellement, ces 4 dernières grandes batailles. Claude et Fabrice nous feront revivre l'un des plus beaux succès de Napoléon. Laurent cherchera à comprendre comment Reims a ouvert ses portes aux armées napoléoniennes. Enfin, Jean-Pierre nous renseignera sur le destin de l'empereur. Il a dit un jour au pape tragédiante comédiante, mais je crois qu'il savait de quoi il parlait parce qu'il était bien dans cette partie-là lui aussi. Mais avant cela, c'est sur les lieux de l'une des premières batailles, à Brienne-le-Château, que nous retrouvons Nicolas Dhuicq, maire de la ville. Nous sommes sur l'esplanade du château des Loménie de Brienne, magnifique pièce du XVIIIe siècle réalisée juste avant la Révolution française. En 1814, la France, qui est la première puissance démographique d'Europe de l'Ouest de l'époque, est capable de lever une 3e armée. C'est cette armée, constituée de cadres expérimentés et de jeunes appelés, en quelque sorte, les Marie-Louise, qui vont se battre courageusement, en commençant par la bataille de Brienne. De quoi s'agit-il? Blücher est tranquillement installé et pense que les Français sont loin. Or, ceux-ci, qui manœuvrent beaucoup plus rapidement que les autres armées de l'époque, parviennent à arriver jusqu'à Brienne-le-Château et frappent l'arrière-garde prussienne. Les grenadiers vont monter les pentes et manquer de peu de capturer Blücher. La bataille commence donc. Elle se poursuivra tard dans la soirée avec une bataille de rue qui verra la ville de Brienne brûler une première fois. C'est une victoire, mais une victoire qui voit Blücher reculer en ordre en direction de Bar-sur-Aube. Il refrappera 2 jours après, le 2 février 1814, les armées françaises lors de la bataille de la Rothière, où les armées françaises devront à leur tour se replier en bon ordre du côté gauche de l'Aube. Cette campagne de France est une campagne de ponts, de nœuds routiers, et une campagne qui se déroule dans un terrain extrêmement inondé, beaucoup plus que la campagne d'aujourd'hui, qui est extrêmement drainée par rapport à ce que nos aïeux et nos ancêtres ont connu pendant cette campagne de France. Brienne-le-Château n'est pas seulement le théâtre de cette bataille dans l'histoire de Napoléon Bonaparte. À plusieurs reprises, le destin de l'homme croisera celui de la ville. C'est ici, à l'école militaire, que le jeune Napoléon commencera sa formation. On raconte qu'une bataille de boules de neige entre élèves aurait révélé ses capacités de stratège. Alors, nous sommes ici sur les traces d'un enfant qui n'a pas 10 ans lorsqu'il arrive à Brienne-le-Château, dans l'Aube, après avoir quitté sa ville natale d'Ajaccio et son île natale qui fleure bon le maquis dès que l'on arrive sur l'île pour arriver dans un pays beaucoup plus rude, où les hivers sont durs, où il fait froid, où il neige, et il va devoir s'adapter et vivre plus de 5 ans pour obtenir son passage à l'école d'application d'artillerie de Paris. Cette école royale militaire a fabriqué les futurs cadres des armées royales. Je rappelle que ces armées se sont battues aux États-Unis d'Amérique pour l'indépendance américaine, puis ont fait les guerres de la Révolution et ensuite les guerres de l'Empire. C'est donc cet enfant qui va devenir ici un homme
et qui va atteindre son apogée en 1805, qui reviendra en 1805 ici sur son chemin pour être couronné roi d'Italie, et qui lancera la plus terrible, la plus tragique des campagnes en 1814 par la bataille de Brienne-le-Château. L'enfant arrive ici, il n'a pas 10 ans, et nous allons découvrir la vie d'un élève sous l'Ancien Régime dans cette école royale militaire. Sa journée commence à 6 h le matin, elle se terminera à 10 h le soir. Vous voyez que l'agenda est bien rempli. Sont enseignées les matières fondamentales, l'arithmétique, l'histoire ancienne, l'écriture, la littérature et quelques exercices physiques. Particularité de cette école, une partie des servants sont exprès germanophones, de telle sorte que les futurs officiers puissent commander les régiments étrangers, dont beaucoup, comme vous le savez, parlaient uniquement allemand. L'enfant Napoléon Bonaparte va quitter avec une année d'avance l'école royale militaire, puisqu'il passera son concours plus jeune que ce qui était prévu, de telle sorte que son frère puisse lui aussi rentrer dans les études, car la famille n'est pas aisée. Après la défaite de la Rothière, la situation de Napoléon paraît désespérée. Il se retrouve dans une situation politique de plus en plus fragile. 2 jours plus tard, le 3 février, s'ouvre le congrès de Châtillon, durant lequel doivent se négocier les conditions d'un armistice. Se sentant dans une position de force, les coalisés exigent le retour de la France dans ses frontières de 1791. L'empereur ne peut se résoudre à ces exigences. Dans le même temps, les forces militaires coalisées se séparent à nouveau. Blücher se dirigeant vers Paris par la vallée de la Marne et Schwarzenberg prenant le même objectif, mais par l'Aube puis la Seine. Le 7 février, Napoléon atteint Nogent-sur-Seine. L'empereur y séjournera au vin de la Grand-Rue Saint-Laurent en face de l'église. La ville célèbre aujourd'hui le bicentenaire de la campagne de France. Didier Ozard est figuriniste dans l'association Modélisme Nogentais. Ses maquettes reproduisent les épisodes marquants de cette histoire à Nogent. Pour l'occasion, il rejoint Françoise, qui est aujourd'hui propriétaire de cette maison. Bonjour Françoise. Bonjour Didier. Alors c'est ici dans ta maison que Napoléon a séjourné pendant la campagne de France de 1814. Oui, il est arrivé le 7 février vers 15 h et il en est reparti le 9 au matin. Il arrivait d'une position vraiment très difficile puisqu'il venait de perdre la bataille de la Rothière et il s'était enfui de Troyes. On a dressé le palais de l'empereur dans cette maison. Il est dans un assez bon état d'esprit, je crois, quand il arrive, parce que malgré tout, ces jeunes soldats sont très fatigués, mais ces vétérans ont l'habitude de marcher beaucoup, ils sont encore en assez bonne forme. Et dans la soirée, il va apprendre que des catastrophes. Entre 8 h du soir et minuit, il va apprendre, la trahison, l'échec voilà. du congrès de Châtillon. Ouais. Les Alliés refusent la négociation. Il va apprendre aussi la trahison de son beau-frère, Murat, qui fera tirer sur l'armée française. Et puis il apprend que la Belgique est tombée, que toutes les frontières du Nord sont tombées et qu'on parle de trahir à Paris.
Donc il passe une nuit absolument épouvantable. Et d'ailleurs, à un moment donné, la plupart des gens qui étaient autour de lui vont avoir très très peur qu'il n'ait songé à attenter à ses jours, parce qu'il avait vraiment reçu trop de nouvelles. Ils vont forcer la porte, ici, dans cette maison, ils vont forcer la porte de sa chambre, ce que d'habitude ils ne faisaient pas parce qu'on respectait l'intimité de l'empereur, et ils vont le découvrir totalement abattu. En même temps, il a appris aussi la scission de l'armée ennemie. Les 200 000 hommes se sont scindés en 2 corps d'armée. Un corps d'armée sur les ordres de Blücher va descendre la vallée de la Marne, objectif Paris. Un deuxième corps de 100 000 hommes sous les ordres de Schwarzenberg va descendre la vallée de la Seine, direction Paris. Et là, quand il apprend la scission de l'armée, c'est ici, dans cette pièce, qu'il va imaginer la fabuleuse campagne militaire de la Marne, dans laquelle il va battre séparément tous les corps d'armée de Blücher qui se sont disséminés. En fait, il va jouer de vitesse. Et d'imagination. Mais c'est sur ce parquet, ici, qu'il a imaginé cette victoire avec toutes ces cartes étalées. Voilà, des cartes étalées. Il piquait Piqueté d'épingles à tête de couleur. Voilà, il avait convoqué tous ces géographes. Ils ont imaginé les 4 prochaines victoires. Il avait retrouvé son ardeur de Voilà. sous-lieutenant. Il paraît qu'il était, le matin du 9, il était persuadé de battre Blücher. Malgré leur courage, les habitants de Nogent et les soldats de l'empereur devront finalement céder le 12 février face à un ennemi bien supérieur en nombre. On se souviendra longtemps de l'héroïsme dont les habitants firent preuve pour défendre leur ville. Jeune conscrit, Nicolas Gontard prend part au violent combat qui se déroule en centre-ville et nous livre un récit saisissant. Les soldats et les habitants se croisent dans les rues, s'encouragent les uns les autres et jurent de tenir jusqu'au dernier moment. Ils sont tous frères et tous prêts à défendre la mère patrie. Chaque habitant s'apprête à affronter le péril comme le plus vaillant soldat. Le matin au petit jour, tout est disposé pour résister à l'attaque. La promenade du Petit Saint-Laurent, les rues du Faubourg et le quai sont jonchées de cadavres. Le cri des blessés, le râle des mourants se mêlent au cliquetis des armes, au bruit du canon et de la fusillade, et ne cessent qu'à l'approche de la nuit. Quelques jours plus tôt, Napoléon et ses troupes ont pris la route vers le nord. L'armée impériale se déplace rapidement à travers la forêt de Traconne pour rejoindre Cézanne, puis Champaubert, où l'empereur obtiendra une première victoire contre l'armée de Blücher. Le lendemain, il prendra son petit déjeuner au château de Montmirail. C'est dans le parc que nous retrouvons Claude Fèvre, co-auteur d'un livre sur les 4 victoires et membre de l'association 1814 V4. Il est accompagné par Christophe Crochet, qui préside une troupe de reconstitution historique appelée les Hussards de la Salle. Pour évoquer cette épopée victorieuse de Napoléon, Claude a choisi de se mettre dans la peau d'un postillon, nom que l'on donnait aux messagers civils. Christophe, quant à lui, a préféré revêtir l'habit militaire, celui d'un colonel du génie de l'Empire. Il y a des chances que les Russes aient quelques petits désagréments d'ici ce soir. Comme l'empereur, au matin du 11 février 1814, ils ont choisi de prendre un petit déjeuner au château. L'empereur a déjeuné ici ce matin. Ah, Il est reparti sur marché. Napoléon a l'habitude de ces batailles-là. Il va commencer à attaquer les ailes, ce que Ricard est en train de faire. Et au moment où le général russe sera trop confiant, il va décider d'éclater le centre russe en envoyant la vieille garde. La vieille garde n'a jamais reculé. Quand la vieille garde attaque,
la vieille garde gagne. Et dès que le centre est percé, la bataille est gagnée. Et peut-on penser que les Prussiens viennent à la rescousse des Russes? Il y a un antagonisme entre les Prussiens et les Russes. Malgré qu'ils fassent tous les deux partie de la même armée, l'armée de Silésie, ils ne s'entendent pas. C'est ça la force des 4 victoires. C'est plus pour Napoléon que les gens se battent en partie. Les paysans ne veulent pas la guerre, la moitié des soldats ne veulent pas la guerre, mais ils se battent pour éviter que la France soit envahie. Ces 4 victoires en 5 jours, quand même espacées de 10 à 15 km, en règle générale. Donc les hommes se déplacent à marche forcée. Les hommes se déplacent à marche forcée. Ils ont à peine fini une bataille qu'ils partent pour une autre bataille. Donc là, avec le peu de troupes qu'il a, il est obligé d'essayer de résister à 300 000 hommes. C'est 1 pour 5, 1 pour 6, quoi. C'est pratiquement impossible, quoi. Mais avec très peu de troupes. Toujours les mêmes troupes, pas le temps de se reposer. Pour le soldat, c'est une chose inhumaine, quoi. C'est très difficile à vivre. Pourtant, ils vont gagner. Pourtant, ils vont gagner, au début. La Champagne et la Brie sont parsemés de témoignages de cette période, comme cette stèle entre Montmirail et le village de Marchais. Les coalisés sont abasourdis par l'enchaînement de victoires de Napoléon. Ils se décident alors pour une nouvelle stratégie. Blücher tentera de faire sa jonction avec l'armée du Nord qui débouche en Picardie pendant que Schwarzenberg reprendra sa marche vers Paris. La perspective de jonction des armées russes et prussiennes conduit Napoléon à poursuivre l'ennemi dans ses mouvements. À Craonne, le 7 mars, il livre une bataille sanglante marquée par la victoire de ses jeunes recrues. Pourtant, 2 jours plus tard, et malgré le renfort de milices, Napoléon échouera à Laon face à Blücher. À ce moment, il change à nouveau de stratégie et choisit de reprendre Reims pour empêcher Schwarzenberg de rejoindre l'armée de Silésie. C'est aux alentours du mont Saint-Pierre, une colline à 108 mètres d'altitude, située sur les communes de Champigny et Tinqueux, aux portes de la capitale champenoise, que se tient la bataille de Reims. Nous y retrouvons Laurent Oliveira, passionné par cette histoire depuis son plus jeune âge. Il est accompagné par Fabrice Delettre, historien et auteur d'un récit de cette bataille. Alors Fabrice, on arrive au mont Saint-Pierre, haut lieu historique s'il en est. Alors ce fameux mont Saint-Pierre est effectivement le dernier vestige de cette bataille du 13 mars 1814. Dernier emplacement que l'on peut encore observer aujourd'hui sur le territoire, puisque Tinqueux maintenant court jusqu'à la ville de Reims. C'est à partir de là qu'effectivement Napoléon va commander la bataille, au moins en tout cas la première phase de la bataille, en ce dimanche 13 mars 1814. Il apprend aussi parmi les autres mauvaises nouvelles, les autres fronts, que Reims a été reprise par les coalisés. Il faut donc pour lui absolument maintenir séparée l'armée de Silésie du Nord et l'armée de Schwarzenberg du Sud. Il va donc faire en sorte de sélectionner ses meilleures troupes pour reprendre tout de suite Reims. Il a aussi besoin d'une victoire sur le plan militaire pour pouvoir rassurer un peu Paris, qui s'inquiète, le gouvernement, la population, les Parisiens. Enfin, pour semer le trouble dans les états-majors coalisés, qui, à chaque fois qu'ils subissent une défaite, sont prêts à faire volte-face et à rentrer chez eux. Voilà. Fabrice, explique-moi ce qui se passe lorsque l'empereur arrive au sein de son état-major au mont Saint-Pierre. Eh bien, il se passe exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Tu imagines Marmont et Napoléon arrivant sur la butte du mont Saint-Pierre. Marmont vient donc de l'accueillir à Tilloy, le petit village qui est là-bas, et il l'amène sur l'observatoire du mont Saint-Pierre pour lui présenter la situation. Il va lui expliquer un petit peu comment est le dispositif de l'ennemi qui s'étale en fait sur 2 lignes, en allant de l'extrême droite à Besanne jusqu'à Tinqueux qui est à notre gauche. L'ennemi a pris la précaution de détruire le pont sur la Velle. Quand il observe à la lunette, en particulier la première ligne ennemie, il s'aperçoit qu'elle est très étendue. Il pense donc pouvoir attaquer frontalement et percer assez facilement les lignes ennemies. Alors lorsque les troupes arrivent, quand il est au complet, il arrive à prendre assez facilement la ville? Tout va relativement bien se passer, en tout cas au début. Tinqueux va être prise assez facilement. On va monter au fur et à mesure vers les hauteurs de la montagne Sainte-Geneviève, que l'on voit, ce que l'on appelle la Aubette maintenant. Et c'est là où la résistance va devenir un peu plus solide. À ce moment-là, les troupes coalisées vont recevoir l'ordre
de rentrer en ville pour pouvoir s'esquiver par la route de l'An. Alors ça va être un peu chaotique puisque toutes les unités vont devoir passer par une seule porte, qui est ce qu'on appelle la porte de Vesle. Les coalisés vont réussir malgré tout à se réfugier dans la ville et à barricader cette fameuse porte de Vesle, cette grille en fer forgé que l'on voit encore aujourd'hui sur les promenades à Reims. La colère le prend, comme il en a l'habitude, quand ça ne marche pas selon ses plans. Il va faire venir les grosses pièces lourdes de 12 livres de la garde pour enfoncer cette porte, pour la détruire physiquement. Ça ne va pas marcher, en tout cas pas tout de suite. Il va falloir vraiment attendre que ce pont soit rétabli pour qu'une partie de la cavalerie de la garde puisse enfin déborder et rattraper la route de l'An, tombant sur tous ces coalisés qui sont en train de s'enfuir. Et sachant ça, le général Bistram, qui est lui le général russe commandant la défense de la porte de Vesle, va donc lâcher la porte. Et c'est là que les fantassins de Marmont vont pouvoir rentrer à l'intérieur de la vieille ville. Profitant de l'occasion, les cavaliers de Bordesoulle vont passer par la porte de Fléchambault et vont aussi rentrer dans la ville et vont la nettoyer. Après avoir conquis Reims, les armées sont battues et se replient. Cependant, le 20 mars, à Arcis-sur-Aube, c'est tout le gros de l'armée de Bohême, 100 000 hommes, qui se présente. Et les Français n'ont que 17 000 hommes à lui opposer, rejoints par 10 000 hommes supplémentaires en cours de bataille. L'affrontement dure 2 jours et une intervention magistrale de la garde évite qu'elle ne tourne au désastre. C'est la dernière grande bataille que livrera Napoléon dans cette campagne. Pour nous raconter la fin de cette incroyable histoire en Champagne et en Brie, Jean-Pierre Mire nous a donné rendez-vous à l'hôtel de ville d'Arcis-sur-Aube. Ce bâtiment est un témoin de cette période parce que sa façade est encore criblée d'impact. Ce bâtiment a vécu la bataille d'Arcis-sur-Aube. C'est ça qui est beau. C'est la dernière bataille qu'il a menée, parce qu'après, bon, il y a bien Saint-Dié, il y a bien quelques accrochages, mais ça sur ses lieutenants surtout. Et ça, c'est vraiment là où il a donné de sa personne. D'ailleurs, on le voit sur ce tableau. Il est au milieu du pont, l'épée à la main, en train d'encourager les hommes qui paniquent un petit peu. Là, il faut me suivre, quoi. Vous mourrez avec moi, mais il faut me suivre. Voilà. Et il décide de marcher vers l'est. Dans son esprit, il va éloigner les Alliés proches de la capitale, il va les entraîner vers... il va leur couper leur ligne de communication avec la Suisse et avec l'Allemagne. Et puis il va récupérer, parce qu'il a laissé dans les places fortes pas mal de soldats en garnison, qui sont bien nourris, bien armés. Donc il va les récupérer. Malheureusement, son plan est dévoilé parce qu'il envoie des courriers qui sont saisis aussi bien par l'armée de Blücher que par l'armée de Schwarzenberg. Et là, il y a, à la suite d'une réunion d'état-major très importante avec le tsar, les Alliés prennent la décision de marcher sur Paris. Et le 30 au matin, il abandonne tout, il monte dans un cabriolet en osier qui est très rapide, et à bride abattue, ils s'en vont sur Paris. Ils arriveront à Paris, il est plus de 20 heures, le 30 mars. L'armistice est déclaré depuis 17 heures, et les pourparlers de reddition sont très avancés. On lui fait comprendre que c'est plus la peine. Donc il se retire à Fontainebleau. Il croit encore à la possibilité de faire quelque chose. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de Paris, les politiques ont mis en place un gouvernement provisoire, donc il est déjà plus le chef de l'État. Et puis le lendemain, on proclame sa déchéance. Donc il n'est même plus empereur. Il finit par accepter, après maintes injonctions, de faire une proposition d'abdication en faveur d'une régence au nom de son fils, de l'Aiglon. Et le tsar sait très bien que maintenant, Napoléon ne peut plus rien faire parce que ce n'est pas avec l'effectif qui lui reste qu'il pourra entamer quoi que ce soit. Et il refuse cette abdication. Il exige l'abdication pure et simple. Donc le maréchal Ney, le maréchal Moncey et le maréchal Lefebvre le prennent à partie et l'obligent avec d'autres, parce qu'à la fin ils sont une vingtaine dans le salon de l'abdication, à lui faire signer son abdication pure et simple. Il a d'ailleurs cette phrase en disant « Bon, messieurs, vous voulez du repos, vous allez en avoir ».
Le 20 avril 1814, Napoléon prendra la route de son exil vers l'île d'Elbe. L'histoire ignore encore que quelques mois plus tard, l'empereur fera son retour à Paris pour défier à nouveau son destin.